Le 2 août 1941 à Détroit, Michigan. À l'intérieur de l'usine de Packard Motor Car Company sur East Grand Boulevard, deux moteurs Rolls-Royce Merlin rugissaient sur des bancs d'essai. Mais quelque chose était différent. Ce n'étaient pas des moteurs britanniques. C'étaient des copies américaines, fabriquées à partir de plans britanniques, que les ingénieurs de Packard avaient complètement réécrits. La foule présente ce jour-là ignorait qu'elle assistait à une révolution technique, car ces moteurs cachaient un secret qui allait transformer la Seconde Guerre mondiale. Les roulements étaient différents. Les tolérances étaient plus strictes. Même les filetages de chaque boulon avaient été minutieusement reproduits selon le système britannique Whitworth. Détroit venait de transformer un moteur de luxe, ajusté à la main, en la centrale électrique américaine la plus produite en masse. Et ils l'ont fait en brisant toutes les règles sacrées de Rolls-Royce. Voici l'histoire méconnue de la façon dont les ingénieurs de Packard ont résolu un problème impossible, non pas en remportant des batailles, mais en conquérant quelque chose de bien plus difficile, convertir 14 000 pièces de précision des mesures impériales en production de masse américaine sans perdre un seul cheval vapeur. Au début de 1942, l'armée de l'air des États-Unis possédait un chasseur qu'elle adorait et un autre qu'elle ne pouvait pas utiliser. Le P-51 Mustang, propulsé par le moteur Allison V1710, était excellent à basse altitude, rapide, agile et mortel sous 4500 mètres. Mais au-dessus, il devenait un lourd fardeau. Le problème ne venait pas de la structure de l'appareil. L'aviation nord-américaine avait conçu un chef-d'œuvre. Le problème était physique. Le moteur Allison utilisait un compresseur à un seul étage qui ne pouvait pas comprimer suffisamment d'air en haute altitude. À 7600 mètres, où les chasseurs allemands opéraient aisément, le P-51 tombait à environ 1000 chevaux. À 9000 mètres, il était pratiquement inutilisable. Ironiquement, les équipages américains de bombardiers avaient désespérément besoin de chasseurs d'escorte capables d'opérer précisément à ces altitudes. Les forteresses volantes B-17 patrouillaient entre 7600 et 9000 mètres lors de leur mission profonde en Allemagne. Sans chasseurs capables d'atteindre ces performances en altitude, ils étaient décimés. En août 1943, lors du raid sur Schweinfurt, 60 bombardiers furent détruits lors d'une seule mission. La Luftwaffe connaissait la faiblesse du Mustang Allison. Il montait simplement plus haut pour attendre. Ce dont l'armée de l'air avait besoin n'était pas un nouveau chasseur, mais un nouveau moteur pour celui qu'ils avaient déjà. À 3000 mètres, à Derby en Angleterre, Rolls-Royce Limited avait la solution. Leur moteur Merlin propulsait les Spitfires et Hurricanes à des altitudes que le moteur Allison ne pouvait qu'imaginer. Le secret était un système de compresseurs à 2 étages et 2 vitesses conçu par l'ingénieur Stanley Hooker qui maintenait la pression au niveau de la mer jusqu'à 9000 mètres. Mais le Merlin n'était pas qu'un moteur, c'était une philosophie. Chaque Rolls-Royce Merlin était essentiellement fabriqué à la main. 14 000 pièces individuelles, chacune ajustée par des artisans qualifiés. Lorsqu'une bielle ne correspondait pas tout à fait au vilebrequin, un travailleur la limait jusqu'à ce qu'elle s'ajuste. Lorsqu'il y avait des variations dans les jeux des roulements, ils étaient ajustés individuellement. Le système de filetage britannique Whitworth, avec son angle de 55 degrés et ses coins en rayon unique, signifiait que chaque fixation était fabriquée sur mesure. Les tolérances de fonctionnement dans le compresseur étaient mesurées à 0,0001 pouces, soit l'épaisseur d'un cheveu humain divisé par 4. Les culasses étaient assorties individuellement au bloc. Les turbines du compresseur étaient équilibrées à la main. Ce n'était pas une production de masse, c'était un art, et la Grande-Bretagne ne pouvait pas les fabriquer assez vite. En septembre 1940, alors que la bataille d'Angleterre faisait rage, les usines satellites de Rolls-Royce à Crewe, Manchester et Glasgow fonctionnaient 24 heures sur 24, produisant environ 200 moteurs par semaine. Elles avaient besoin de 2000. Le gouvernement britannique regarda de l'autre côté de l'Atlantique. L'industrie américaine pouvait-elle aider ? Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'ils allaient demander à Détroit un miracle d'ingénierie apparemment mathématiquement impossible. Convertir un artisanat de précision en fabrication en ligne d'assemblage sans changer une seule dimension, perdre un seul cheval vapeur ou compromettre un siècle de tradition d'ingénierie Rolls-Royce. Le vrai défi n'était pas de fabriquer des moteurs, mais de traduire une philosophie industrielle complètement différente dans le langage de la production de masse américaine.
Lorsque les ingénieurs Rolls-Royce arrivèrent à Détroit en septembre 1940, ils apportèrent des caisses contenant des moteurs Merlin complets, des centaines de plans et une confiance indéfectible dans leur méthode. L'accord de licence valait 130 millions de dollars, une somme astronomique pour 1940. Packard Motor Car Company n'était pas un choix évident. Ils fabriquaient des automobiles de luxe, pas des moteurs d'avion. Mais ils avaient ce que Rolls-Royce n'avait pas, le génie de la fabrication américaine. Dès que l'équipe d'ingénieurs de Packard examina les plans, elle sut qu'elle avait un problème. En fait, elle en avait environ 14 000. Premier problème, les systèmes de mesure étaient incompatibles. La Grande-Bretagne utilisait des mesures impériales, mais pas le même système impérial que les États-Unis. Rolls-Royce spécifiait les dimensions en millièmes de pouce, mais leurs normes de base venaient d'une tradition d'ingénierie britannique antérieure à la normalisation. Les convertir en spécifications américaines n'était pas une simple équation mathématique. Il fallait comprendre l'intention derrière chaque tolérance. Deuxième problème, le système de filetage britannique standard Whitworth. Chaque boulon, chaque écrou, chaque connexion filetée utilisait un profil de filet avec un angle de 55 degrés et des racines et crêtes arrondies. Les filetages américains unifiés fins utilisaient un angle de 60 degrés avec des racines plates. Ils n'étaient pas interchangeables. Packard devait fabriquer chaque fixation en interne selon les spécifications britanniques. Troisième problème, et c'était le gros. Les tolérances de Rolls-Royce étaient conçues pour un ajustement à la main. Lorsque les ouvriers britanniques assemblaient un Merlin, ils s'attendaient à ajuster les pièces au fur et à mesure. Des jeux de plusieurs millièmes de pouce étaient courants parce que les artisans adaptaient les pièces. Détroit ne fonctionnait pas ainsi. La production automobile américaine exigeait une interchangeabilité parfaite. Toute pièce de moteur devait s'adapter à n'importe quel autre moteur. Point final. Pas de limage, pas d'ajustement, aucun artisan qualifié. Les ingénieurs britanniques étaient polis mais sceptiques. Les usines américaines pouvaient-elles vraiment respecter les normes Rolls-Royce ? Le chef ingénieur de Packard, Colonel Jesse J. Vincent, leur donna une réponse surprenante. « Vos tolérances sont trop lâches pour nous. » Un silence tomba. La suite devint légendaire dans les cercles d'ingénierie. Packard ne copia pas simplement le Merlin, ils réinventèrent la façon dont il pouvait être fabriqué tout en conservant son ADN intact. En 11 mois, les ingénieurs de Packard créèrent 6000 nouveaux dessins techniques, non pas parce que les plans britanniques étaient erronés, mais parce qu'ils étaient incompatibles avec la production de masse. Chaque dimension fut respécifiée, chaque tolérance fut resserrée, chaque processus de fabrication fut réimaginé pour la chaîne d'assemblage. Mais le vrai génie était dans les détails. Prenez les roulements du vilebrequin. Rolls-Royce utilisait un alliage cuivre-plomb qui nécessitait un rodage soigneux et des inspections fréquentes. L'équipe métallurgique de Packard, s'appuyant sur la recherche américaine en moteur d'avion, substitua un alliage argent-plomb avec un plaquage à l'indium. L'argent offrait une meilleure capacité de charge. L'indium créait une surface microscopiquement lisse qui réduisait la friction et améliorait les caractéristiques de rodage. Les ingénieurs britanniques s'opposèrent d'abord, ce n'était pas la spécification Rolls-Royce. Mais lorsque les tests montrèrent que les roulements Packard duraient plus longtemps et tournaient plus froid, Rolls-Royce adopta discrètement cette innovation américaine pour ses propres moteurs. Le problème du filetage semblait insurmontable. Packard ne pouvait pas simplement passer au filetage américain. Cela aurait rendu les moteurs incompatibles avec les avions britanniques et leurs pièces détachées. Alors, ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils créèrent des outils entièrement nouveaux pour fabriquer des filetages britanniques Whitworth selon les normes de précision américaines. Chaque tarot, chaque filière, chaque outil de coupe était fabriqué sur mesure. Packard acheta des équipements spécialisés de mesure de filetage venant de Grande-Bretagne. Ils formèrent des machinistes américains à un système de filetage que la plupart n'avaient jamais vu. BSW pour les filetages grossiers, BSF, British Standard Fine pour les connexions de précision, BA, British Association pour les petites fixations d'instruments. Le résultat, le Merlin construit par Packard utilisait exactement les mêmes spécifications de filetage que les moteurs Rolls-Royce. On pouvait interchanger les pièces entre les moteurs fabriqués à Détroit et ceux fabriqués à Derby sans hésitation.
Mais ce qui rendait cela révolutionnaire, c'est que Packard fabriquait ses filettages britanniques avec des tolérances plus strictes que Rolls-Royce. Chaque fixation était précisément dans les spécifications. Pas besoin d'ajustement manuel. Une interchangeabilité parfaite. Puis vint le compresseur, le cœur des performances en haute altitude du Merlin. Le système à 2 étages et 2 vitesses utilisait 2 turbines sur le même arbre, entraînées par des engrenages. En mode basse vitesse, le ratio était de 6,391 pour 1. En mode haute vitesse, activé par un embrayage hydraulique, il passait à 8,095 pour 1. Ces turbines devaient être fabriquées et équilibrées avec une tolérance de 10 millièmes de pouce. À vitesse de fonctionnement, elles tournaient à plus de 30 000 tours par minute. Le moindre déséquilibre aurait détruit le moteur. Rolls-Royce les équilibrait à la main, des ouvriers qualifiés ajoutant ou retirant de minuscules quantités de matière, jusqu'à ce que la turbine tourne parfaitement. Packard développa des techniques de coulée et d'usinage de précision qui produisaient des turbines si précises qu'elles nécessitaient un équilibrage minimal. Ils créèrent un équipement de test dédié capable de mesurer l'équilibre dynamique pendant que la turbine tournait réellement. Résultat, une production plus rapide et une qualité plus constante. Le système d'échangeur de chaleur posait un autre défi. La compression de l'air générait une chaleur immense, jusqu'à 205 degrés Celsius. Pour éviter la détonation, le Merlin utilisait un système complexe de refroidissement avec des passages coulés dans le boîtier du compresseur et un noyau supplémentaire entre la sortie du compresseur et le collecteur d'admission. 36 gallons par minute d'éthylène glycol refroidi par une pompe centrifuge évacuaient la chaleur excédentaire. Packard repensa les passages de liquide de refroidissement pour un écoulement plus efficace et une fabrication plus facile sans compromettre l'efficacité du refroidissement. Chaque système fut analysé, réimaginé, amélioré pour la production tout en maintenant les performances. En août 1941, exactement 11 mois après la signature de l'accord, Packard était prêt. Le premier V1651, la désignation de Packard pour le Merlin 20, fonctionna sur un banc d'essai dans l'usine de East Grand Boulevard. Winston Churchill aurait versé des larmes à l'annonce de la nouvelle. La Grande-Bretagne allait enfin recevoir les moteurs dont elle avait désespérément besoin. Mais faire fonctionner un moteur était différent que d'en fabriquer 55 000. Packard transforma son usine en un prodige d'ingénierie de précision. La chaîne de production du V1650 utilisait des centres d'usinage dédiés, chacun configuré pour des opérations spécifiques. Usinage de vilebrequin, fraisage des blocs moteurs, travail des culasses. La philosophie de production de masse automobile américaine exigeait que chaque opération soit répétable et mesurable. Si un palier principal de vilebrequin devait mesurer 2,2495 centièmes de pouce de diamètre, chaque vilebrequin sorti de la ligne mesurait exactement cela, pas 2,2492 ni 2,2498, exactement juste, à chaque fois. Cela éliminait l'ajustement manuel expert sur lequel Rolls-Royce comptait. Un ouvrier de la chaîne Packard n'avait pas besoin d'années d'apprentissage, mais d'une bonne formation et d'excellents équipements. La production monta en puissance en 1942. En 1943, Packard produisait des moteurs plus rapidement que North American Aviation ne pouvait construire des structures pour les accueillir. À son apogée, l'usine de Détroit achevait environ 400 moteurs par semaine, soit le double de la production complète de Rolls-Royce en Grande-Bretagne. Le V100-653, basé sur le Merlin 63 avancé avec de meilleures performances en haute altitude, devint le moteur qui transforma le P51B Mustang en un chasseur d'escorte victorieux. Ce compresseur à 2 étages pouvait maintenir plus de 1200 chevaux à 12 000 mètres d'altitude, là où l'Allison peinait. La variante la plus produite, le V100-657, propulsait l'iconique P51D avec sa verrière en bulle. À 1315 chevaux au niveau de la mer, il pouvait pousser le Mustang à 780 km/h et soutenir des opérations jusqu'à 12 000 mètres. Ces moteurs escortaient les bombardiers américains de l'Angleterre à Berlin et retour.
Les Allemands l'appelaient de Amerikanischer Ralfvogel et apprenaient à craindre le son des moteurs Merlin en altitude. Lorsque la production prit fin en 1945, Packard avait construit 55 523 moteurs Merlin, plus que toutes les usines Rolls-Royce en Grande-Bretagne réunies. Le Packard Merlin représente un fait profond dans l'histoire de l'ingénierie. Il prouva que précision et production de masse ne sont pas antagonistes, mais complémentaires lorsque l'on comprend les principes sous-jacents. Rolls-Royce fabriquait des moteurs d'exception par l'artisanat, Packard par les systèmes. Les deux approches fonctionnaient, mais une seule pouvait atteindre les exigences d'une guerre totale. Les techniques développées par Packard, coulée de précision, contrôle statistique des processus, outillage dédié à une qualité constante, devinrent fondamentales pour la fabrication aérospatiale moderne. Quand on vole aujourd'hui dans un Boeing ou un Airbus, les moteurs à réaction sont fabriqués selon des principes descendants de ceux que Packard a révolutionnés en 1941. La technologie des roulements développée par Packard pour le Merlin influença l'ingénierie automobile après-guerre. Ces roulements argent-plomb à l'indium, avec leur capacité supérieure de charge et leur friction réduite, devinrent standards dans les moteurs haute performance. Même l'histoire de la compatibilité des filetages a une résonance moderne. Les normes internationales actuelles, comme les filetages ISO, existent précisément parce que les ingénieurs ont appris pendant la Seconde Guerre mondiale que des systèmes de fixation incompatibles créaient des problèmes logistiques insurmontables. Mais peut-être que l'héritage le plus important est philosophique. Packard prouva que l'on pouvait honorer la tradition tout en embrassant l'innovation. Ils n'ont pas rejeté la sagesse de Rolls-Royce, ils l'ont traduite dans un autre langage industriel. Ils ont conservé les spécifications britanniques des filetages non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce que l'intégrité de l'ingénierie l'exigeait. Ce respect pour l'interopérabilité, pour la normalisation, pour la compatibilité des systèmes, façonne notre approche de la fabrication mondiale aujourd'hui. Plusieurs Packard Merlin volent encore. Le Lancaster du Musée canadien du patrimoine de l'aviation à Hamilton, Ontario, utilise 4 moteurs Packard originaux. Au Rhino Air Races, des P51 de classe illimitée avec Merlin Packard modifiés produisent plus de 3800 chevaux, presque 3 fois la spécification originale. Ces moteurs construits il y a plus de 80 ans fonctionnent toujours, performent et démontrent ce que l'ingénierie américaine a accompli lorsque la nécessité exigeait l'impossible. Le P-51 Mustang a gagné sa réputation comme peut-être le meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Mais son secret, la raison pour laquelle il dominait les cieux européens, n'était pas seulement le fuselage ni les pilotes. C'était un moteur conçu à Derby, en Angleterre, et perfectionné à Détroit, Michigan. L'histoire du Packard Merlin ne parle pas de la supériorité de l'ingénierie d'un pays sur celle d'un autre. Elle parle de forces complémentaires. L'innovation britannique a créé la conception révolutionnaire du Merlin. Le génie manufacturier américain l'a rendu disponible dans les quantités qu'exigeait la guerre. 14 000 pièces, 6 000 nouveaux plans, 11 mois de travail d'ingénierie intense. Le résultat a changé le cours de l'histoire. La prochaine fois que vous verrez un P-50 et un Mustang lors d'un meeting aérien, écoutez attentivement ce hurlement distinctif du Merlin. Vous entendez le son de 2 philosophies d'ingénierie travaillant en parfaite harmonie. L'innovation britannique et la production de masse américaine se sont unies pour créer quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu accomplir seule. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres explorations approfondies des solutions d'ingénierie qui ont transformé la guerre. La semaine prochaine, nous explorerons un autre vainqueur de la guerre invisible. L'histoire de la manière dont des ingénieurs américains ont brisé le code japonais Purple en construisant un ordinateur mécanique à partir de zéro, sans jamais voir la machine réelle qu'ils cherchaient à reproduire. Activez la cloche de notification. Ce sont des histoires qu'on n'enseigne pas dans les cours d'histoire, parce qu'elles ne concernent pas qui a remporté les batailles. Elles parlent de la manière dont les problèmes ont été résolus.